Que voulez-vous que je vous dise? Si ce n'est que... Comment on peut expliquer ça? Peut-être parce que les gens qui sont aux affaires aujourd'hui étaient les gens qui étaient en charge de ces dossiers-là dans les années précédentes. Charles Prats, bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous sur la chaîne de Tous Contribuables, le journal de contribuables associés. Pourriez-vous, Charles Prats, pour commencer, vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? En quelques mots, je suis magistrat, je suis vice-président de l'association professionnelle des magistrats. Je suis en même temps engagé en politique, secrétaire national de l'UDI à la lutte contre la fraude fiscale et sociale, orateur national de Valérie Pécresse pour sa campagne présidentielle. Et j'ai une carrière, pas simplement de magistrat, j'ai été inspecteur des douanes à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, donc enquêteur, et chargé du renseignement antifraude aux douanes, au ministère des Finances. Et j'ai aussi été, durant 4 années, le magistrat de la délégation nationale à la lutte contre la fraude à Bercy, donc compétent sur toutes les problématiques de fraude sociale et de fraude fiscale. Et d'ailleurs, j'avais eu à ce titre déjà l'occasion de participer à des manifestations de contribuables associés où nous expliquions à vos adhérents, dans le cadre de colloques, la politique de lutte contre la fraude sociale et fiscale à l'époque où j'étais à Bercy. Merci. Vous êtes l'auteur du Cartel des fraudes 1 et 2, le jaune le premier et le rouge le deuxième. Dans le premier volume, justement, vous dénoncez une fraude sociale massive en France. Comment avez-vous découvert cette fraude? Alors, cette fraude sociale, moi c'est vrai que j'étais un spécialiste des fraudes douanières, des fraudes fiscales, et j'ai découvert la problématique de la fraude sociale justement quand j'ai pris mes fonctions au ministère des Finances, à la délégation nationale à la lutte contre la fraude, puisque nous étions compétents sur l'ensemble des fraudes aux finances publiques. Et donc nous avions travaillé sur la fraude aux prestations sociales, et aussi la fraude aux cotisations sociales, le travail au noir en plus du reste. Et à l'époque j'avais créé le dispositif, la réforme du dispositif de lutte contre la fraude, et notamment les comités opérationnels départementaux antifraude, qui gèrent dans chaque département, sous la houlette des préfets et des procureurs de la République, la coordination opérationnelle de la lutte contre la fraude, des services d'enquête et d'investigation divers, à la fois de l'État et des organismes de protection sociale. Et à l'époque, on s'était rendu compte, à partir de 2010, que nous avions un énorme problème. On nous avait informé qu'on avait un problème d'immatriculation à la sécurité sociale des gens nés à l'étranger, qui ont une modalité d'entrée dans le système de sécurité sociale qui est un petit peu différente des gens qui sont nés en France. Pas une question de nationalité, c'est vraiment une question de lieu de naissance. Et on nous avait dit, attention, il y a énormément de gens qui s'inscrivent à la sécurité sociale avec des faux documents, des fausses identités, etc. Donc, à l'époque, à la DLNF, on avait fait des missions d'investigation. Et en 2011, nous nous étions rendus compte, à l'époque d'ailleurs c'était Valérie Pécresse qui était ministre du budget, nous nous étions rendus compte que nous avions sur le fichier des gens à l'étranger un taux de fraude supérieur à 10%. Avec des gens qui avaient des faux documents pour s'inscrire. Ça représentait 1 800 000 identités sociales qui étaient inscrites et donc qui bénéficiaient de droits à l'aide de faux documents. Donc on se rend compte de ça. On rédige évidemment, c'est moi qui rédige une loi pour suspendre les paiements. On commence à rédiger des projets de décret. Donc Valérie Pécresse fait passer tout ça quand elle était ministre du budget, fin 2011, début 2012. Et puis mai 2012, qu'est-ce qui se passe? L'alternance politique. Le décret ne passera finalement jamais. Il était passé une première fois au Conseil d'État, il ne repassera pas devant le Conseil d'État. C'est dans la procédure un petit peu d'adoption des textes. Et François Hollande, dont le secrétaire général à l'Élysée s'appelait Emmanuel Macron, secrétaire général adjoint, ils mettent tout ça à la poubelle. Voilà. Et ils ne traitent plus du problème. Et en 2013, moi j'ai quitté Bercy à ce moment-là, puisqu'en 2012 je quitte Bercy, je retourne en juridiction comme magistrat. Et en 2013, l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales vont faire un rapport sur les coûts de gestion de l'assurance maladie. Et là on va découvrir à la lecture de ce rapport qu'à l'époque nous avions pratiquement 8 millions de cartes vitales actives, c'est-à-dire avec des droits ouverts à l'assurance maladie en surnombre, en plus des gens qui existent, et censés avoir des cartes vitales, et dans le même temps, pratiquement 7 millions, 6 700 000 de mémoire, droits ouverts à l'assurance maladie, donc assurés sociaux, pris en charge, en plus que des gens qui existent en France. Voilà, on peut se dire, mince, l'IGF et l'IGAS font un rapport, ça va bouger. Et rien ne bouge. Rien ne bouge. Je commence à dénoncer un peu les choses dans la presse, etc.
Silence radio, l'administration ne bouge pas, la Cour des comptes n'en parle pas. Et fin 2018, la crise des Gilets jaunes. Et là, miracle, les journalistes commencent à s'intéresser à cette manne financière potentielle sur cette histoire des 1 800 000 numéros de sécurité sociale attribués sur la base de faux documents. Derrière, des investigations parlementaires ont commencé à se développer. Tout le monde a pu voir la polémique. Hein. On m'avait accusé de répandre des fake news, de faire le jeu du Front National, etc. Mais finalement, il va y avoir plusieurs missions parlementaires qui vont se succéder. Et fin 2019, une mission qui était menée par Nathalie Goulet, la sénatrice Nathalie Goulet, va réussir à chiffrer le surnombre de cartes vitales actives par rapport aux gens qui existaient à plus de 5 millions de personnes, 5 200 000 personnes. Donc là, ça devient problématique, et surtout que sur cette mission qui avait duré 6 mois, les administrations ne coopéraient pas avec les parlementaires. Du coup, on est début 2020, et Jean-Christophe Lagarde, qui est président de l'UDI et président du groupe des députés UDI à l'Assemblée nationale, va me dire, écoute Charles, je déclenche une commission d'enquête parlementaire. Il faut que les adhérents contribuables associés sachent que chaque groupe parlementaire à l'Assemblée nationale a le droit de réclamer 2 commissions d'enquête parlementaires par an. Et donc là, Lagarde me dit, bah, écoute, c'est un scandale cette histoire-là, les fonctionnaires ne répondent pas aux députés et aux sénateurs, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je déclenche une commission d'enquête parlementaire, donc l'UDI déclenche une commission d'enquête parlementaire, le député Pascal Brindot en est nommé rapporteur, puisque l'UDI avait le droit de choisir président ou rapporteur, et à l'époque, c'est Patrick Hetzel, député Patrick Hetzel, que les adhérents contribuables associés connaissent bien aussi, parce que nous avons eu l'occasion de faire des vidéos de présentation ensemble pour vous, et Patrick Hetzel est nommé président de cette commission d'enquête parlementaire. Et cette commission d'enquête parlementaire va travailler tout au long de l'année 2020 pour essayer de voir ce qui se passe en matière de fraude aux prestations sociales. Et devant cette commission d'enquête parlementaire, je vais arriver avec un certain nombre de documents et d'éléments, et sur le fichier des gens nés à l'étranger, parce qu'au départ on partait du fichier des gens nés à l'étranger, j'arrive devant la commission d'enquête parlementaire. Alors il y a des vidéos qui sont assez amusantes, qui sont sur les réseaux sociaux, que les gens peuvent aller voir. J'explique aux députés, alors c'était très drôle, parce que j'avais gardé un peu le scoop quand même pour la commission d'enquête. J'arrive et je dis, bah voilà, messieurs les députés de la commission d'enquête, est-ce que vous savez combien nous avons de gens nés à l'étranger en France, d'après l'INSEE? Alors à l'époque, ils disaient, je leur donne les chiffres, bah voilà, nous avons d'après l'INSEE au recensement 8 200 000 personnes nées à l'étranger qui sont en France, résidentes en France, quelle que soit leur nationalité d'ailleurs. Et là, je leur dis, et sur ces 8 200 000 personnes, savez-vous combien nous en avons qui bénéficient de prestations sociales? Ah, ils disent, bah non. Et là, je leur donne les éléments qui venaient du gouvernement, c'était des réponses à des questions écrites, etc. Je dis, bah voilà, sur ces 8 200 000 personnes nées à l'étranger en France, il y en a 12 400 000 qui bénéficient de prestations sociales. 4 200 000 de plus. Alors là, gros blanc à l'Assemblée, je fais distribuer les documents et tout. Ils me disent, mais comment c'est possible, 4 200 000? Alors là, je leur explique, je leur dis, bon, vous avez des retraités à l'étranger, vous avez des gens qui sont à la Caisse des Français de l'étranger, il y a les TOM, etc. Donc j'explique, bon, il faut enlever un certain nombre de personnes, mais ça laisse 2,5 millions de fantômes, ce que j'appelle les fantômes gloutons, nés à l'étranger, qui bénéficient de prestations sociales, tous les mois, qui sont pris en charge, et qui ne sont pas censés exister. Commence à faire un peu de sous, quoi. Parce que les dépenses de prestations sociales, c'est pas 3 centimes. Les derniers chiffres là qui sont tombés, on est à 872 milliards d'euros de dépenses de protection sociale par an en France, frais de gestion inclus. Alors bon, les députés sont abasourdis, et là je leur dis quelque chose d'assez logique, je leur dis, écoutez, manifestement, il y a un vrai problème sur la partie des gens nés à l'étranger, mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le problème sur l'ensemble du fichier. Ils disent, bah oui, donc ils vont faire des investigations. Et en fait, cette commission d'enquête va permettre de déterminer, ils vont poser la question, et puis là, ils demandent au directeur de la Sécurité sociale, qui vient témoigner sous serment, combien il y a de gens en tout pris en charge, bénéficiaires de prestations sociales en France. Voilà, dans un fichier qui s'appelle le RNCPS, le Répertoire National Commun de la Protection Sociale, et pour que les spectateurs comprennent bien, c'est le fichier qui recense tous les gens avec leur numéro de sécurité sociale. Donc normalement c'est une personne par numéro de sécurité sociale, et en face vous avez toutes les prestations sociales dont ils bénéficient. Qui pour l'assurance maladie, qui pour le chômage, qui pour les allocations familiales, qui pour les retraites, etc. Et là donc, dans ce fichier-là, nous avions à l'été 2020, pour 67 millions d'habitants, 73 700 000 bénéficiaires de prestations sociales. 6 700 000 de plus. Donc là, la commission d'enquête
tombent des nues. Ouais. L'administration essaye vaguement d'expliquer, oui, mais vous comprenez, aïe, 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 aïe. Donc ils reconnaissent qu'il y en a 2,5 millions sur lesquels ils ne savent pas trop ce qui se passe. Ouais. Et bien en réalité, ils nous disent, bah voilà, il y en a 1,8 million qui ne sont pas résidents en France, mais qui ont vocation à être sur les registres, les retraités à l'étranger, les gens donc expatriés, etc., qui bénéficient encore de la sécurité sociale française. Ça faisait 1,8 million à peu près en plus. Et donc ça nous laissait 4,9 millions à 5 millions de fantômes gloutons, globalement, qui bénéficiaient de prestations sociales en France alors qu'ils ne sont pas censés exister. D'accord. Voilà. Et donc c'est comme ça que moi je découvre un petit peu l'ampleur du phénomène. Les problématiques de fraude aux prestations sociales classiques, les fraudes des professionnels de santé, les fraudes des allocataires qui vont truander sur les indemnités journalières, par exemple les faux accidents du travail, les fraudes au RSA, etc. Tout ça, bon, on connaissait ça très bien, mais cette problématique beaucoup plus massive de l'immatriculation sociale frauduleuse, on ne la connaissait pas. Et là, pour la première fois, on va vraiment la chiffrer. Et donc, on a 5 millions de personnes prises en charge en plus que de gens qui existent. D'où, dans mon premier livre, ce que j'explique, et c'est comme ça que j'arrive à 50 milliards d'euros d'enjeux de fraude. Ce n'est pas une estimation statistique, c'est une vision de l'enjeu de ce dont on parle par rapport à la masse des millions de bénéficiaires et par rapport au montant à l'époque des dépenses de protection sociale. Tout le monde peut faire la règle de 3 et voir de quoi on parle effectivement. Et donc on en était là, au moment de l'apparition de mon premier livre, ce que j'appelle le carton jaune contre Emmanuel Macron en matière de lutte contre la fraude. Et quelques temps après, la Cour des comptes va faire un rapport. Et la Cour des comptes après la publication. Après la publication du livre. Et la Cour des comptes va faire un rapport, fin 2020, et va nous apprendre que la situation, en fait, elle est encore plus catastrophique. Encore plus catastrophique, la Cour des comptes vient nous dire, en fait, il y a 75 300 000 assurés sociaux pris en charge. Donc vous aviez vous-même sous-évalué dans votre premier ouvrage. La Cour des comptes, qui avait accès évidemment à des données auxquelles moi je n'avais pas accès, vient nous dire, en fait, 75 300 000 assurés sociaux pour 67,1 millions d'habitants. 8 200 000 personnes prises en charge en plus. Truc de fou, quoi. Ouais. Rappelez-vous du rapport de l'Inspection générale des finances de 2013 déjà. Et puis la Cour des comptes, on regarde le rapport, j'ai mis tous les rapports, toutes les copies sont dans mon livre, dans le gros livre rouge, c'est un petit livre rouge, mais dans le carton rouge contre Emmanuel Macron et sa politique. Et donc là, on regarde par exemple sur l'ouverture des droits à l'assurance maladie. Entre 2014 et 2019, la Cour des comptes nous dit, voilà, il y a eu 600 000 personnes de plus sur le territoire en France. La progression démographique, etc. Et du coup, ils regardent combien il y a eu d'ouverture de droits en plus sur la même période. Et c'est là que ça devient intéressant. Vous savez combien? Allez-y. 6 700 000. C'est-à-dire que la progression, le taux de progression d'ouverture des droits à la sécurité sociale en France, c'est 11 fois plus que la progression de la population. Oui, bien sûr. Donc il y a un problème, quoi. C'est un problème énorme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Où est-ce qu'on est? Et donc, là, on se retrouve avec une situation évidemment catastrophique. Je vous rappelle, 75 300 000 assurés sociaux pour 67 millions d'habitants, montant des dépenses de protection sociale, 872 milliards d'euros par an. Ouais. Donc il y a un vrai sujet pour les contribuables. Mais on est sur une courbe exponentielle ou stable de croissance? Malheureusement, aucune idée. Ouais. Parce que la Cour a fait une photographie à un instant T. D'ailleurs, le ministère, le gouvernement a refusé de répondre, parce que la Cour des comptes a demandé des explications, bien sûr. Alors, c'est d'ailleurs dans le rapport, c'est marqué, dans le cadre de la procédure contradictoire, les administrations, la direction de la sécurité sociale, l'assurance maladie n'ont pas répondu et n'ont pas donné d'explication à cet écart. Alors, après, comme il y a eu de la polémique dans la presse, ils répondent aux journalistes. Ils viennent donner des explications un petit peu abracadabrantesques aux journalistes. Très bien. Sauf que quand la Cour des comptes leur pose vraiment la question, là, ils répondent pas de réponse. Là, il n'y a pas de réponse. Tout comme devant la commission d'enquête, Olivier Véran, le ministre de la Santé d'Emmanuel Macron, n'était pas venu déposer sous serment. Il a évité, il a esquivé le débat devant la commission d'enquête. Je sais bien que c'est une tradition dans ce gouvernement d'esquiver les débats. Mais voilà, il a esquivé le débat, il n'est pas venu répondre aux questions légitimes des parlementaires, qui sont quand même là aussi pour contrôler l'usage de notre argent en tant que contribuable et de qu'est-ce qu'on fait de nos sous, quoi. Bien sûr. Mais les gouvernements successifs se refilent la patate jaune, enfin la patate de toute manière, c'est vrai que le problème, c'est que ce sujet, il perdure, et de gouvernement en gouvernement, le sujet n'est pas traité.
Le sujet n'est pas... La dernière fois en fait que ce sujet a été traité, c'est fin 2011, début 2012. Ouais. Donc à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy président, François Fillon Premier ministre et Valérie Pécresse ministre du budget qui traitaient le dossier. Bon, moi j'y étais, donc, puisque j'étais en charge de ça, notamment. Et puis à partir du printemps 2012, changement politique, et puis là plus rien. Le sujet n'est objectivement pas traité. Parce que s'il avait été traité, on n'aurait pas eu une augmentation. Bien sûr. Du différentiel, on aurait eu une diminution. C'est bien là tout le problème. Et vous parlez de fraude aux prestations sociales, mais vous parlez aussi dans le volume 2 du cartel des fraudes de fraude aux cotisations sociales. Est-ce que vous pouvez rappeler la différence entre ces deux fraudes et les montants? Écoutez, c'est assez simple. La fraude aux prestations sociales, c'est de l'argent qui sort, ce sont les prestations que les gens perçoivent, touchent, en espèces ou en nature, par exemple en matière d'assurance maladie. Et la fraude aux cotisations sociales, c'est le travail au noir, c'est la sous-déclaration des heures travaillées par les employeurs. Et donc là, c'est de l'argent qui ne rentre pas. Ce sont les cotisations sociales qui ne rentrent pas. Et donc principalement, c'est du black, c'est le travail au noir. Alors, ça peut être aussi la fraude au détachement. Il y a des mécanismes de fraude aux cotisations sociales parfois plus complexes. Mais voilà, il faut bien comprendre que c'est différent. Sur le montant des cotisations sociales perçues, on est à un peu plus de 500 milliards d'euros par an. L'enveloppe globale, donc sur laquelle il y a une fraude, qui peut être estimée, alors nous à l'époque on était à Bercy, on estimait entre 20 et 25 milliards d'euros par an la fraude aux cotisations sociales. La COS, donc la sécurité sociale, elle était plutôt sur un montant de 8-9 milliards d'euros par an. La Cour des comptes explique que ce sont deux méthodes d'évaluation différentes, l'une ascendante, l'autre descendante. Moi j'ai tendance à dire que la vérité est peut-être au milieu, donc 17-18 milliards d'euros par an, ce qui représente une somme énorme. Parce que cet argent-là, c'est de l'argent qu'il faut prélever chez les Français, chez les contribuables, soit les entreprises, soit les salariés. Et en réalité, les charges sociales qui sont prélevées, ce qu'on appelle les cotisations employeurs, c'est quand même du salaire. En fait, c'est de l'argent, c'est le salaire, c'est le pouvoir d'achat et c'est le salaire des Français. Si demain on peut baisser de X% les cotisations sociales, parce qu'on récupère sur la fraude, c'est autant de milliards qu'on redonne aux Français en pouvoir d'achat, parce qu'en fait c'est du salaire direct. Et donc on est sur cette enveloppe d'un peu plus de 500 milliards d'euros sur les cotisations sociales. Et sur les prestations sociales, ce que je vous expliquais, les dépenses, 872 milliards d'euros, frais de gestion inclus. Donc là-dedans, il y a évidemment les retraites, les dépenses d'assurance maladie, les dépenses de la branche famille, les allocations diverses et variées, le pôle emploi, le chômage. Voilà, ce sont des sommes très importantes. Et c'est assez logique qu'on puisse estimer que les fraudes aux prestations sociales soient supérieures aux fraudes aux cotisations sociales. Et ça, un enfant de CM2, il le comprendrait, parce que dans un plus gros ensemble, il y a des taux de fraude naturels, habituels. C'est normal que la valeur absolue soit plus importante dans un ensemble de 872 milliards que dans un ensemble de 500-550 milliards. Voilà. Et d'ailleurs, dans les contrôles, des fraudes réellement détectées par les services, qui bien sûr n'attrapent pas tous les voleurs, loin de là, depuis plusieurs années, on détectait plus de fraude aux prestations sociales que de fraude aux cotisations sociales. Ce qui montre bien qu'en réalité, la fraude aux prestations sociales est plus importante en volume que la fraude aux cotisations sociales. Sinon, on détecterait moins de fraude aux prestations sociales que de fraude au travail noir, cotisations sociales. Et donc, quand vous avez la Cour des comptes qui valide des fourchettes entre 20 et 25 milliards d'euros de fraude aux cotisations sociales, la logique voudrait qu'évidemment la fraude aux prestations sociales soit supérieure. Bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça que quand j'expliquais que l'enjeu de fraude était à une cinquantaine de milliards d'euros, au regard des masses financières en jeu, c'est très crédible, très très crédible. Et on n'est pas du tout en millions d'euros comme une certaine presse veut le faire croire, ou comme certains politiques veulent le faire croire, parce que ça les arrange bien de dire il n'y a pas de fraude aux prestations sociales. Et quelle est la différence, est-ce qu'il y a une différence, ou en tout cas, qui sont les fraudeurs sur la prestation sociale et sur la cotisation sociale? Alors sur les fraudes aux cotisations sociales, c'est le plus simple. Les fraudeurs, mais il y en a multitude. Il y a évidemment les employeurs qui ne déclarent pas. Ce sont des fraudeurs, au premier chef, mais les salariés aussi, parce que les salariés qui ne sont pas déclarés, ils ont un intérêt à la fraude, évidemment. Eh oui, parce que les cotisations sociales qui ne sont pas reversées, c'est autant d'argent pour eux. Et puis vous avez aujourd'hui très peu de salariés au noir, qui sont au noir contre leur volonté. En réalité, quand vous traitez des dossiers, vous vous rendez compte qu'il y a bien souvent une complicité entre l'employeur et le salarié, qui lui, ça l'arrange bien de ne pas être déclaré parce que ça lui permet de payer moins d'impôts, parce que ça lui permet de garder des prestations sociales soumises à conditions de ressources, etc. etc. Et donc il y a une espèce de complicité bien entendue de tout ce monde-là pour frauder.
Et en général, d'ailleurs, ça donne des fraudes complètes, des fraudes aux cotisations sociales, des fraudes fiscales, des fraudes aux prestations sociales derrière. C'est ce que j'appelle la complète jambon. Et ce sont des réseaux qu'on connaît bien, et malheureusement qui sont très répandus et qui coûtent très très cher, et qui en plus cassent la concurrence, notamment dans le BTP, où les boîtes qui veulent travailler honnêtement se font piquer les marchés par les boîtes qui, elles, trichent avec la complicité de leurs salariés. Et en plus, derrière, vous avez un sujet immigration clandestine aussi, parce que vous avez éventuellement les salariés, entre guillemets, qui sont sans papier, sans titre de séjour, qui, eux, par définition, ne peuvent pas être déclarés, puisqu'ils n'ont pas d'autorisation de travailler, puisqu'ils n'ont pas de titre de séjour régulier. Alors après, ils essayent de truander avec des identités d'autres personnes, etc., parce qu'il y a plein de mécanismes, mais on a aussi un sujet immigration clandestine qui est très directement lié avec la fraude aux cotisations sociales. Plus qu'avec la fraude aux prestations sociales d'ailleurs. Mais là, on a un vrai sujet, financement de l'immigration clandestine, en fait, par la fraude aux cotisations sociales et l'emploi d'étrangers sans titre. Et sur la fraude aux prestations sociales, alors c'est très varié. Il ne faut pas toujours vouloir jeter l'opprobre sur les allocataires ou sur les assurés sociaux. Vous avez beaucoup de fraudes aux prestations sociales qui sont le fait des professionnels de santé. Voilà. On sait qu'on a un vrai sujet sur les actes fictifs, des professionnels de santé qui facturent des actes qui n'existent pas. Ça leur permet d'obtenir une rémunération par l'assurance maladie, et donc au préjudice de tous les contribuables, de tous les assurés sociaux. On sait qu'on a des taux de fraude importants dans certaines professions. Là aussi, je donne les chiffres dans mes livres. La Cour des comptes a fait des études statistiques assez intéressantes et assez effarantes sur certaines professions de santé. Parfois avec des taux de fraude à 2 chiffres. Vous avez donc des fraudes d'allocataires, évidemment. Professionnels de santé, très dernièrement, on a eu cet exemple qui a un peu défrayé la chronique dans les médias, avec ce pharmacien qui a réussi à vendre des tests antigéniques Covid. Le petit pharmacien, il en a vendu 3 millions en quelques semaines. 3 millions de tests en quelques semaines. Et puis ça surprend personne. Rouler jeunesse, l'assurance maladie, elle paye. Vous dites, mais dans quel monde on vit? Il n'y en a pas un qui se dit, attends, il y a un problème. Toto, dans son bouclard, il fait 3 millions de tests antigéniques, comme ça, il vend à tout le monde. Il y a un vrai sujet. Bien sûr. Et donc, vous avez une vraie fraude des professionnels de santé qui existe et qu'on connaît. Transport sanitaire, etc. Vous avez la fraude des allocataires, des assurés sociaux, et puis vous avez ce dont on a parlé précédemment, cette fraude documentaire massive, et puis cette fraude aux millions de personnes qui viennent être pris en charge alors qu'ils n'ont pas à l'être. Et là, effectivement, on atteint des sommets stratosphériques. Parce que si on a 5 ou 6 millions de personnes qu'il faut faire sortir du système et qui pourtant bénéficient des prestations sociales, encore une fois, je vous rappelle, 872 milliards d'euros de dépenses par an. Et la Cour des comptes vient nous donner d'ailleurs des éléments très intéressants là-dessus, notamment sur le tourisme médical. Parce qu'en fait, vous savez que tout le monde ne va pas voir le médecin chaque année. Alors bon, là en période de Covid, c'est un peu différent, tout le monde a droit à des remboursements, en fait, des prises en charge, parce qu'à chaque fois qu'on allait faire un test, il y a l'assurance maladie qui paye derrière. Mais avant Covid, pré-Covid, la Cour des comptes publie dans son rapport, elle dit voilà, des sondages qui ont été faits, et à peu 16% des gens ne vont pas voir le médecin chaque année. Le taux de fréquentation des médecins, et pour 16% de la population, c'est supérieur à une fois par an. Donc ça veut dire que ces gens-là ne se font pas rembourser dans l'année. Ils n'ont pas de dépenses. Donc ça enlève de... Voilà. Donc on serait censé avoir, sur les 67 millions de résidents, 15-16% de moins qui se font rembourser des dépenses d'assurance maladie. Et alors la Cour, elle nous explique qu'elle a regardé les banques de données, et là elle se rend compte qu'en réalité, on avait 66 800 000 personnes, individus, qui s'étaient fait rembourser des soins sur l'année. C'est supérieur... Donc, quasiment les 67 millions, quasiment 100% de la population. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 15% de ces gens-là dont on peut questionner le droit à être venu se faire rembourser des soins à l'assurance maladie. Bien sûr. Si on suit les sondages que la Cour des comptes ont publiés, que la Cour des comptes a publié, pardon. Il y a une compensation en fait. Ben non, c'est surtout que vous vous rendez compte que vous devriez avoir 56 millions et quelques de personnes, individus qui se font rembourser, alors qu'il y en a 66 800 000. Qui c'est ces 10 millions et quelques de personnes? Ils sortent d'où? Mais ils compensent ceux qui ne vont pas chez le médecin pendant un an, quoi. Dans les chiffres. Ah bah dans les chiffres, ils ne compensent pas. C'est que vous avez l'établissement d'un indicateur qui vous dit warning, alerte rouge. Il y en a 10 millions sur lesquels on doit enquêter.
Parce que c'est pas normal. Ils sont pas censés être Bien là. sûr, Ils sont pas censés avoir touché des sous. Et là, c'est des gens qui ont touché des sous, qui ont bien été sûr. pris en charge sur des dépenses d'assurance maladie. Je rappelle que les dépenses d'assurance maladie, ce sont 234 milliards d'euros au dernier chiffre, à la dernière loi de financement de la sécurité sociale. 15% de cette somme, ça fait combien? Ça nous fait 30, un peu plus même. Ouais. Voilà. Sur lesquels on peut légitimement commencer à se poser des questions. Donc, vous voyez, et là, la Cour des comptes, elle donne le chiffre, mais elle n'ose pas aller jusqu'au bout du raisonnement. Elle ne dit pas, il faudrait peut-être commencer à se poser des questions sur ces 15-16% de personnes, parce que manifestement, il y a un problème. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens qui, a priori, ne sont pas résidents en France, et qui viennent se faire soigner, bénéficier de prestations maladie, etc. Le tourisme médical. Voilà. Et vous imaginez bien que la personne qui vient se faire soigner depuis les États-Unis, depuis le Canada, depuis l'Afrique, depuis l'Amérique du Sud, depuis je ne sais où sur la planète, qui vient se faire prendre en charge médicalement en France, c'est pas pour aller se faire rembourser une boîte de Doliprane chez le pharmacien du coin, Bien sûr. Ou un test antigénique. Voilà. Donc, on est peut-être même au-delà de la dépense moyenne. Oui, l'assurance maladie. C'est un véritable sujet. Là encore, c'est vraiment quelque chose sur lequel la Cour des comptes a mis le doigt, très discrètement, et donc que je révèle dans mon livre, sur laquelle il va falloir travailler là, dans les années à venir, parce qu'on a un véritable problème. Voilà. On a un trou de la Sécu qui s'aggrave, en plus avec la crise Covid, on a des déficits importants, et tout cet argent-là, encore une fois, c'est pas de l'argent magique. Bien sûr. Il sort d'où cet argent? Il sort de la poche des contribuables. Voilà. Mais alors justement, on a beaucoup de nos membres qui sont des contribuables, évidemment, contribuables associés, qui nous demandent non pas qui sont les coupables, mais quelque part qui a laissé faire. Et ils mettent, en tout cas ils posent la question, et vous allez nous répondre, quel est le rôle de la justice sur ce point, et quel est le rôle des hauts fonctionnaires pour avoir laissé faire, puisque la situation ne s'améliore pas. Alors la justice, la pauvre, elle ne peut travailler que quand elle est saisie. Donc quand les dossiers sont judiciarisés, quand il y a des enquêtes pénales qui sont ouvertes, évidemment la justice travaille, attrape les voleurs, essaye de récupérer l'argent qu'on peut récupérer, et sanctionne. Donc là, il n'y a pas de problème. Encore faut-il que la justice soit saisie. Est-ce que les sanctions, dans les cas où elle est saisie, sont proportionnées ? Oui, ça y a là-dessus on peut pas dire que la justice ne sanctionne pas en matière, alors bien sûr à la hauteur du délit. C'est vrai qu'en matière de travail au noir, on pourrait penser que les peines sont assez faibles. Voilà. Ça ne choque pas outre mesure la population, puisque le travail au noir, c'est la fraude la plus acceptée par les Français. 2 Français sur 3 vont vous dire que c'est normal de faire du travail au noir. Comme ça. Je ne suis pas sûr que les contribuables apprécient beaucoup. Mais bon, voilà, c'est la réalité, malheureusement, c'est celle-ci. Après, sur les fraudes aux prestations sociales, la majorité des dossiers ne sont pas judiciarisés. Ce sont des sanctions administratives qui sont prises. Mais quand vous avez des escroqueries, des réseaux importants qui sont démantelés, derrière, vous avez des peines de prison ferme, il y a des incarcérations, etc. Puis surtout, on essaie de récupérer l'argent. Parce que c'est bien beau de dire on va mettre les gens en prison, mais bon, si l'argent, on ne le revoit plus. Là, on est sur de la fraude aux finances publiques. L'intérêt premier, c'est d'abord d'essayer d'éviter de perdre l'argent. Et 2, quand on se les fait voler, c'est d'essayer de le récupérer. Voilà. Mais ça, je vous dis, encore une fois, faut-il que la justice soit saisie. Sur ces histoires de millions de numéros de sécurité sociale, tout ce qui a été dénoncé depuis 3 ans, enfin 3 ans maintenant, la justice a été saisie 2 fois. La justice a été saisie par mon syndicat, par l'association professionnelle des magistrats, en 2019, puisque nous avons saisi le procureur national financier pour qu'il déclenche une enquête. Le procureur national financier a classé sans suite, sans investigation. Et la justice a été saisie également par le président de la commission d'enquête parlementaire, Patrick Hetzel, le député LR Patrick Hetzel, et le rapporteur de la commission d'enquête, le député UDI Pascal Brindot, qui a demandé au procureur de Paris d'enquêter sur les mensonges que certains hauts fonctionnaires avaient proférés devant la commission d'enquête. Le procureur de Paris a classé cette enquête sans suite, sans enquêter, au printemps dernier. Qu'avez-vous à dire ? Je ne commente pas les décisions du procureur national financier et du procureur de Paris en la matière.
Voilà, peut-être que les choses évolueront dans les mois à venir, mais voilà, ça c'est une réalité. Hein. Il y a eu une saisine par un syndicat, enfin un signalement, hein, parce que c'est pas une plainte, on ne peut pas déposer plainte. Donc il y a eu un signalement par l'association professionnelle des magistrats qui a été classé sans suite, et il y a eu une saisine, une dénonciation au procureur, hein, ce qu'on appelle un article 40 du Code de procédure pénale, par le président de la commission d'enquête et le rapporteur de la commission d'enquête, qui lui aussi a été classé sans suite. Qu'avez-vous à dire? Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai à dire que c'est malheureux parce que ces enquêtes pénales, la première qui visait le fond des choses et qui était sur des notions de détournement de fonds publics par négligence, c'est-à-dire qui visait à établir si oui ou non il y avait une responsabilité de la haute administration dans le fait d'avoir laissé les choses dériver. Personne n'imagine, et moi le premier, que des hauts fonctionnaires se soient mis de l'argent dans les poches, c'est pas vrai. Il n'y a pas eu de gens qui se sont mis de l'argent dans la poche, ça c'est pas vrai. En revanche, qu'il y ait eu qu'on n'ait pas traité le problème, ça, effectivement, d'abord on ne peut que le constater. Hein. Voilà, hein. S'il n'y avait pas le rapport de l'inspection générale des finances de 2013, on pourrait dire, bon, ok, ils découvrent le truc, etc. Sauf qu'on a un rapport de l'inspection générale de 2013, des finances de 2013, où on sait, où le problème déjà il est mis noir sur blanc. Et donc, que rien ne soit fait pour le régler et qu'au contraire la situation empire d'année en année, là, la négligence, elle peut être questionnée. D'où notre position qui était de dire, c'est pas inutile d'ouvrir une enquête. Bien sûr. Là-dessus. Et après, sur la problématique d'avoir caché des choses ou dit des choses qui ne correspondaient pas à la vérité devant une commission d'enquête parlementaire, ça, voilà, le président et le rapporteur de la commission d'enquête, eux, ont estimé qu'on leur avait menti. Derrière, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est demander à la justice de se saisir. La justice, le parquet en l'espèce, n'a pas voulu se saisir. Que voulez-vous que je vous dise? Si ce n'est que... Comment on peut expliquer ça? Peut-être parce que les gens qui sont aux affaires, aujourd'hui, étaient les gens qui étaient en charge de ces dossiers-là dans les années précédentes. Vous pensez? Je pense pas, je le sais, on connaît les noms. Hein. Les noms, on les a. Hein. Le président de la commission d'enquête et le rapporteur de la commission d'enquête, ils ont donné les noms. Ils les ont transmis au procureur de la République. Les noms ont été transmis. Donc voilà, donc, en réalité, la problématique est évidemment politique, parce que tout est politique en la matière. Et là, je pense qu'il va falloir à un moment donné que les contribuables, qui sont aussi des électeurs, se rendent compte que y a peut-être des gens qui, eux, savent ce qu'il faut faire, qui, eux, ont vu le problème, et que il faut peut-être demander à ces gens-là de régler le problème, et en tout cas de sortir les sortants. Et pour revenir aux fraudeurs, est-ce qu'il est vrai qu'un fraudeur qui a donc fraudé les prestations sociales, qui a été jugé, peut ensuite encore toucher des prestations sociales? Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, un fraudeur qui a été jugé pour fraude aux prestations sociales n'est pas banni des prestations sociales? Non, il y a droit. Et vous... D'accord. C'est une proposition justement de contribuables associés de... C'était plus qu'une proposition. Moi, j'ai rédigé des amendements en ce sens à l'époque. Hein. Parce que il se trouve que je fais quand même un peu de politique depuis un certain nombre d'années. Ça fait 35 ans que je suis dans le circuit, donc... Et effectivement, une de mes mesures que je portais à l'époque et que j'avais proposé à des parlementaires, donc qui avaient déposé des amendements en ce sens, qui ont bien sûr toujours été rejetés, etc., c'était d'établir une sanction, entre guillemets, administrative, de bannissement, de perte du droit au bénéfice de prestations sociales pendant un certain temps quand on avait été condamné pour fraude aux prestations sociales. Oui, c'est une mesure qui peut être tout à fait adéquate. Mais là, en face, on va vous dire « Ah oui, mais vous vous rendez compte, ce sont des pauvres gens, vous allez en plus encore les remettre dans la misère, etc. etc. Fraude de pauvres, pauvre fraude. » Non, non, c'est pas vrai. C'est à partir du moment où les gens trichent sur la solidarité nationale, ça nous coûte quand même très cher. Hein. Vous savez, les dépenses, je vais me répéter, mais on est passé à 35% du PIB quand même, en dépenses de protection sociale. On est à 35% du PIB. En dépenses de protection sociale. Donc à un moment donné, il faut quand même avoir conscience que les gens qui volent cet argent-là, parce que ce sont des voleurs, c'est pas des pauvres gens. Frauder, c'est voler. Ces gens-là sont des voleurs. Alors parfois ils volent très peu, parfois ils volent beaucoup, mais à un moment donné, il faut effectivement peut-être envisager des sanctions qui peuvent, alors pas la peine de les mettre en prison,
aucun intérêt de surcharger les prisons avec des gens comme ça, sauf quand on est en face d'escrocs, etc. Ouais. Mais bon, mais sur de la fraude, par exemple aux prestations sociales, aux minima sociaux, etc., d'avoir une vraie sanction qui consiste d'abord à récupérer l'argent qui a été volé, et ensuite éventuellement d'exclure du bénéfice des prestations sociales ces gens-là, ça peut s'envisager. Alors, ce qui se passe souvent en matière de branche famille, c'est que notamment la CAF se paye sur les prestations à venir. C'est-à-dire qu'il faut une récupération de l'indu sur les prestations qui seront servies dans le futur. Alors, vous voyez, c'est une histoire où le serpent se mord la queue, c'est qu'on dit « Ah, monsieur, vous avez volé 10 000 €, donc on va se rembourser sur les allocs qu'on va continuer à vous payer dans le futur. » Il y a un côté un petit peu shadowkien dans tout ça, et on pompe, et on pompe, et on pompe. Mais bon, voilà, ça fait partie des pistes qu'on peut envisager pour accroître les sanctions. Tout comme moi, j'avais aussi une position qui était très ferme, je vous la donne comme ça un exemple, c'est sur les gens qui font du trafic de stupéfiants, du trafic de drogue, dont on sait que ça rapporte beaucoup d'argent, qui était de les exclure du bénéfice des prestations sociales pendant un certain nombre d'années. Voilà. Parce qu'on voit, c'est des cas qu'on connaît, des gens qui font à la fois du trafic de stupes et qui bénéficient de prestations sociales, ben là, clac. C'est lié, quoi. Voilà. Comme on sait qu'ils font beaucoup d'argent avec la drogue, alors on peut déjà, en combinant 2-3 textes, les exclure du bénéfice d'un certain nombre de prestations sociales, voire même pour les parents de jeunes qui ont plus de 16 ans qui font du trafic de stupes, les exclure du bénéfice des allocations familiales. Il y a 2-3 petites combines juridiques entre guillemets pour y arriver, ce qui n'est plus fait depuis 2011. Moi j'avais mis ça en place à l'époque en 2011-2012, mais bien sûr derrière tout ça a été supprimé. Donc on peut, c'est une manière de taper au portefeuille, vous savez, c'est vachement intéressant de faire ça, et surtout pour la population, c'est très parlant. Parce que vous savez, quand vous allez par exemple dans une cité, la population, elle sait ce qui se passe, elle voit le trafiquant de drogue qui roule avec sa BM, cabriolet, machin, etc. Elle sait qu'il gagne énormément d'argent avec ses trafics, et elle sait qu'il est au RSA, qu'il a ce qu'on appelait la SEM complémentaire avant, etc., qu'il a des allocations. Bon. Elle le sait tout ça, et ça la scandalise, de manière très légitime. Et bien, si on avait cette volonté de taper aussi sur ce côté du portefeuille des trafiquants et de leur fermer le robinet des prestations sociales, et ben, je vous garantis que les gens y seraient d'accord. Et sur ce laisser-faire dont on parlait, y a-t-il aussi une possibilité que ce laisser-faire soit dû au fait qu'on achète la paix sociale? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit une volonté. Je sais qu'il y a cette espèce de vision d'un espèce de complot, mais effectivement, on achète la paix sociale dans les banlieues, en déversant comme ça des allocations, et surtout en n'allant pas contrôler, parce que mon Dieu, si on contrôle trop, on va avoir la révolution dans nos banlieues, etc. Je pense pas. Sur les trafics, le fait de laisser une économie souterraine prospérer sans trop taper dessus, il y a dans certains lieux, effectivement, on a pu se poser des questions dans le passé, de se dire est-ce que le fait de ne pas trop mettre la pression sur l'économie souterraine, ça ne permet pas de laisser respirer et survivre ces endroits où la situation économique est telle, il y a du chômage, il n'y a pas d'emploi, etc., que sinon les gens n'arriveraient pas à vivre. Ça, c'est pas impossible. Maintenant, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Au contraire. Moi, je suis assez partisan de taper très fort sur l'économie souterraine et de taper très fort sur la fraude et de sortir du système ceux qui trichent. Voilà. Et s'ils ne sont pas contents... tant pis. Voilà. On a commencé à évoquer quelques solutions avec vous pour sortir de cette situation. Que pensez-vous des propositions de la commission Hetzel dont nous avons un peu parlé, et est-ce que vous pouvez évoquer éventuellement d'autres solutions si par exemple une alternance arrivait au pouvoir, parce que j'ai bien compris qu'une alternance politique était nécessaire. Voilà, quelles seraient pour vous les grandes mesures à appliquer pour sortir de ce marasme? Alors la commission d'enquête, donc présidée par Patrick Hetzel et Pascal Brindot qui était le rapporteur, a effectivement fait une 50aine de propositions, qui est d'ailleurs pour la plupart d'ordre réglementaire, mais en réalité il faut aller plus loin, il faut être plus ambitieux en la matière. Sur la problématique des 75 300 000 assurés sociaux pris en charge, il n'y a pas 36 solutions. On n'en est plus à dire on va faire une étude, on va faire une évaluation, etc. Il faut arrêter, quoi. C'est bon, on a les données, on voit qu'il y a un problème, et donc il faut tout remettre à plat. Tout remettre à plat, ça veut dire sécuriser l'identité.
sociale. Sécuriser l'identité sociale, ça veut dire passer à la biométrie. Donc ça signifie réenrôler, c'est un terme technique, hein, réenrôler l'ensemble de la population, c'est-à-dire demander à tout le monde de revenir. Avec son identité, éventuellement son passeport biométrique, sa carte d'identité biométrique, etc. Vérifier que l'identité correspond bien au numéro de sécurité sociale, prendre les empreintes digitales et donc biométriser, si vous me passez ce barbarisme, biométriser l'identité sociale pour sécuriser. Éviter qu'il y ait des multiples identités avec la même personne, vérifier que chacun a vraiment droit à l'ouverture des droits, et donc on sécurise le fichier. Et là, comme par magie, on va peut-être avoir 5 millions de personnes en moins prises en charge. Oh, hasard, dis donc. Parce qu'il n'y a pas de 36 solutions. Hein. Soit c'est que l'INSEE nous raconte des bêtises quand ils disent qu'on est 67 millions en France. C'est une possibilité. J'y crois guère. Soit c'est qu'on a un vrai souci de l'autre côté. Et donc en faisant ça, un réenrôlement de la population, vous réglez le problème. Alors ça va prendre un peu de temps, 2, 3, 4 ans certainement. C'est crédible, c'est possible. Ben bien sûr que c'est possible. Ça existe dans des tas de pays. L'identité sociale biométrique, ça a existé. On l'a même, des prestataires français l'ont fait en Inde, l'ont fait au Nigeria. Pourquoi est-ce que ce qu'on peut faire en Inde ou au Nigeria, on n'est pas capable de le faire en France? L'Algérie l'a fait sur les cartes d'identité biométriques. Ils l'ont fait là, en Algérie. Pourquoi nous, on n'est pas capable de le faire en France? Il faut arrêter le sketch. Il y a même des techniques qui permettraient de ne même pas avoir à changer la carte vitale. Et on pourrait rajouter un patch sur la carte. Enfin, bon, et ça coûte pas très cher en matériel. Le coût, c'est le coût d'enrôlement, c'est-à-dire c'est le temps fonctionnaire, etc. Donc ça, c'est vraiment la base, c'est sécurisé par la biométrie l'identité sociale. Ça va au-delà de la carte vitale, hein, c'est vraiment l'identité sociale. Et derrière, conditionner tout versement de prestations sociales, quelle qu'elle soit, retraite, maladie, allocations diverses et variées, le conditionner, ce versement, à la certification biométrique de l'identité sociale. Donc, c'est pour ça que les politiques, quand ils vous disent carte vitale biométrique, etc., ils n'ont pas compris. Mais c'est normal, c'est qu'ils sont mal entourés, s'ils disent ça, et pas entourés par des personnes qui connaissent les dossiers et qui expliquent ce qu'il faut faire. Voilà. Bon, il y a des politiques, et notamment des candidats à la présidentielle, qui sont entourés des gens qui savent. Il y en a d'autres qui disent les choses et qui ne sont pas entourés et qui disent parfois des bêtises ou qui chippent les idées. Vous voyez, j'ai vu passer le candidat communiste Fabien Roussel qui a chippé l'idée d'un ministère de lutte contre la fraude d'un seul coup parce qu'il avait entendu une autre candidate en parler. Donc hop, il a chippé l'idée. Voilà. Non, ce sont des sujets complexes qui nécessitent de savoir de quoi on parle et de savoir où on doit aller, comment le faire et après d'être en capacité d'appliquer les politiques publiques nécessaires. La biométrisation. Sur ce sujet, on a beaucoup de membres qui nous ont dit, mais puisque les professionnels de santé en nombre sont eux-mêmes fraudeurs, est-ce que changer les cartes vitales, ou alors, si j'ai bien compris votre solution, va changer la situation, puisque les professionnels de santé étant de mèche avec le fraudeur, la situation sera en fait la même? Non, parce que dans ce cas-là, la carte vitale, ça ne concerne que l'assurance maladie, hein, c'est-à-dire globalement un quart des dépenses de protection sociale. C'est pour ça que les gens confondent souvent assurés sociaux, bénéficiaires de prestations sociales et carte vitale. Sur la problématique de la carte vitale qui concerne les dépenses d'assurance maladie, vous pouvez, à partir du moment où vous avez mis en place la biométrie, vous pouvez conditionner le déclenchement du remboursement à la validation par l'empreinte. Très bien. Voilà. Et donc là, ça demande d'avoir des lecteurs ou des applications spécifiques, mais vous ne déclenchez à ce moment-là le remboursement par l'assurance maladie, le paiement par la CPAM, par la Caisse primaire d'assurance maladie, vous ne le déclenchez que si vous avez une validation par l'empreinte. Et donc là, ça oblige effectivement les deux fraudeurs, si c'est le professionnel de santé qui fraude, à avoir l'assuré social en face. Et une vraie complicité active. En général, sur la fraude des professionnels de santé, souvent ce qu'on voit, c'est qu'ils ont récupéré des cartes vitales à droite à gauche, puis ils passent les actes comme ça, puis la personne n'est même pas au courant. Puis elle découvre d'un seul coup qu'il y a eu des actes d'assurance maladie qui ont été faits. Vous savez, moi j'ai eu l'exemple au début du Covid à titre personnel. Je me suis rendu compte sur mon décompte d'assurance maladie que mes tests PCR, il y en avait 2 qui avaient été passés alors que j'en avais fait qu'un. Je me suis permis de contacter le professionnel de santé et lui dire, tiens, n'êtes-vous pas sûr qu'il n'y ait pas eu une erreur? Tout ça a été rectifié, évidemment. Mais qui regarde ces décomptes d'assurance maladie et fait vraiment attention à ce qui se passe, vous voyez. Donc, c'est d'ailleurs comme ça que l'histoire des tests de mémoire antigénique chez le pharmacien a été découvert, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il y avait des décomptes, etc., qui étaient assez bizarres.
Mais voilà, donc cette histoire, alors les complicités, il y en aura toujours, mais effectivement, en ayant cette espèce de double validation, enfin en tout cas de validation de la dépense par l'utilisation de l'empreinte digitale, ça va réduire drastiquement les fraudes à l'assurance maladie. Ça va réduire aussi une fraude qu'on connaît bien, c'est une carte vitale qui sert à pléthore de personnes. C'est le grand classique. Une carte vitale arrive et puis vous avez les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, les papas, les mamans, etc. Tout le monde passe sur la carte vitale, souvent sur des gens qui ne sont pas en situation régulière, donc qui n'ont pas d'assurance maladie en tant que telle, et hop, ça passe. Donc ça, avec la validation par l'empreinte, ça va un petit peu réduire ce genre de choses, et surtout c'est comment dire, c'est aussi une sécurité pour le professionnel de santé. Qui peut être mis sous pression par un assuré fraudeur qui va prendre la carte vitale de Pierre-Paul Jacques, qui va demander un certain nombre de choses. Et donc là, d'avoir la validation par l'empreinte, si c'est obligatoire dans le système, ça va rendre service, notamment à beaucoup de pharmaciens ou de médecins qui se rendent bien compte que la personne qui est en face d'eux n'est pas celle qui est titulaire réellement de la carte vitale, mais qui n'ose pas. Et ce qui se comprend, hein, ils ne sont pas là pour prendre des coups ou se faire agresser par des fraudeurs ou des voleurs, qui n'osent pas aujourd'hui s'opposer à la fraude parce que voilà, ils sont en première ligne. Et là, si le système exigeait cette validation biométrique, monsieur, désolé, la carte elle passe pas, quoi. Voilà, donc c'est là-dessus vraiment sur la problématique des professionnels de santé, je pense que la biométrie d'ailleurs peut les aider. Alors, on ne retirera pas toutes les fraudes, on ne va pas tout bloquer, mais véritablement, cette biométrisation de l'identité sociale, donc le nettoyage du fichier, et cette espèce finalement, cette sécurisation de la dépense d'assurance maladie, à mon avis, on a un certain nombre d'économies à faire. Et alors, sur les autres propositions possibles? Alors, derrière, vous avez, moi, ce que je promeus, c'est la création d'un ministère ou d'un secrétariat d'État dédié à la lutte contre la fraude aux finances publiques, c'est-à-dire fraude sociale et fraude fiscale, parce qu'il faut redonner de l'impulsion politique, parce qu'on voit bien qu'il va falloir vaincre des réticences. La biométrie, vous avez des tas de gens qui n'en veulent pas dans le système. Ils ne veulent pas de la biométrie. Je me demande pourquoi. Voilà. Donc il va falloir aller au-delà de ces blocages. C'est comme les croisements de fichiers, il faut relancer les croisements de fichiers. À l'époque où j'étais à la DLNF, vous n'imaginez pas les problèmes qu'on a eu pour mettre en place les quelques croisements de fichiers qu'on avait réussi qu'on voulait mettre en place. Donc il faut avoir une impulsion politique et une incarnation politique forte pour dépasser ces réticences de l'administration. Et puis après, il faut être capable de faire travailler les gens conjointement, c'est-à-dire pas aller chacun dans son coin, et donc aller au-delà de ce qui se fait aujourd'hui. En termes de coordination, il faut aller au-delà de la coordination, il faut aller à un pilotage conjoint. Au-delà de la coordination, parce que quand vous dites coordination, chacun reste dans son ministère, et puis les uns ils coopèrent s'ils ont bien envie de coopérer avec les autres, etc. Si vous mettez un pilotage unique, conjoint, de l'ensemble des administrations et organismes concernés, là, c'est l'ordre du chef. Le ministre, il a dit que vous faites ça, donc vous faites. Et donc là, avec des tutelles conjointes sur les différentes administrations, pensez au fisc, aux douanes, à la police, à la gendarmerie, à la justice aussi, à la direction des affaires criminelles, aux organismes de protection sociale, etc. En faisant ce pilotage conjoint, ça vous permet de vraiment mettre en œuvre à la fois tous ces croisements de fichiers, mais de manière beaucoup plus opérationnelle, beaucoup plus efficace, et d'avoir un plan national de lutte contre la fraude beaucoup plus crédible, avec des objectifs beaucoup plus ambitieux, et qui permettent d'aller chercher les milliards qui nous sont volés, véritablement. Voilà. Parce que là, ce serait finalement un ministère de mission, avec des compétences bien définies, et qui pourrait mettre en œuvre ces compétences et mettre en œuvre ce qu'il faut faire, les réformes à mettre en œuvre, voilà. Et surtout avec des objectifs chiffrés derrière. Parce que dans ce métier, si vous ne donnez pas d'objectifs chiffrés, c'est pas bon. Donc il faut vraiment une manière de conduire les politiques publiques avec des objectifs chiffrés, tant en matière de fraude sociale qu'en matière de fraude fiscale, en disant voilà, cette année, on doit arriver à temps, on se donne les moyens d'eux, et puis à la fin de l'année, on regarde à combien on est. Si on n'a pas atteint, pourquoi est-ce qu'on n'a pas atteint? Et puis on met les mesures correctrices en œuvre pour atteindre l'objectif. Si on a dépassé, super, on va encore plus loin. Voilà. Donc c'est vraiment une nouvelle manière de faire les choses. Et le ministère dédié, c'est très important,
notamment pour la biométrisation et pour piloter cette biométrisation, parce qu'on va avoir énormément de résistance, hein, c'est ce que je vous disais. Et pour porter ce gros projet structurant, il va falloir un ministère. Parce que si c'est éclaté entre plusieurs ministères, entre plusieurs directions, sans une tête commune qui donne les ordres et qui porte le projet, on n'y arrivera pas. Je sais comment ça se passe, je l'ai vécu de l'intérieur, j'ai été longtemps en administration centrale. Malheureusement, nous aurons beaucoup de blocages et de gens qui vont essayer de bloquer les choses. Vous savez, on parlait du RNCPS tout à l'heure, du Répertoire national commun de la protection sociale. Ce grand fichier, c'est une idée qui remonte à 2004, qui a été votée en 2006, et en réalité, pour le mettre en œuvre, il est toujours... 2019, il n'était pas encore chargé à plein. Oui. Il a fallu des années et des années pour avoir le décret d'application, que la CNIL se prononce, etc., etc. Alors j'explique ça dans les livres, hein, tous ces épisodes. Il a fallu plusieurs textes de loi. Et encore en 2020, la Cour des comptes expliquait à la commission d'enquête que ça allait être de manière indirecte que les informations qui étaient prévues par la loi seraient rentrées dans ce fichier-là, parce qu'il y avait eu des blocages, des volontés de freiner des cas de fer, de ne pas faire les choses dans les administrations. 15 ans. Cette histoire-là a duré 15 ans. Et pendant 15 ans, vous avez eu des gens dans le système qui ont bloqué la mise en œuvre de ce grand fichier, parce que c'est un outil de lutte contre la fraude formidable. Parce que dans un seul fichier, vous aviez toutes les prestations sociales perçues par tout le monde, avec les montants qui étaient prévus. Et pendant 15 ans, vous avez une guerre de tranchées, de l'arrière-garde de ceux qui ne veulent pas lutter contre la fraude, et qui ont réussi à faire traîner les choses pendant toutes ces années-là. Donc c'est pour ça que je vous dis que là, l'impulsion politique, elle est vraiment nécessaire, parce qu'à un moment donné, il va falloir mettre des coups de pied dans la fourmilière, il va falloir éventuellement virer les gens qui ne veulent pas que les choses bougent, pour pouvoir y arriver. Parce qu'encore une fois, on parle quand même de dizaines de milliards d'euros, et c'est pas de l'argent magique, hein. C'est notre argent à nous tous, des contribuables. Tout à fait. Sur la dernière question sur la fraude aux prestations sociales, on en est où la France par rapport à l'Europe? Est-ce qu'on est pire? Est-ce qu'on est dans la norme? J'ai vu qu'il y avait une étude européenne qui avait donné d'ailleurs une statistique qui vous avait interpellé et qui montrait une différence. On en est où? Ah bah on en est à un point très simple, c'est qu'on est les pires du monde. On est les pires, quoi. Ah oui, la France est la championne du monde de la fraude aux prestations sociales. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on est les champions du monde des prestations sociales. 35% du PIB. Et en pourcentage? 872 milliards d'euros par an. Alors je ne sais plus, il faudrait voir l'ensemble des prestations sociales versées sur la planète. Mais en tout cas, la France, par rapport à la population française, on est, je sais plus, on doit être à 7, 8, 10 fois. Mais voilà, donc oui, la France, c'est le pire des pays en matière de fraude aux prestations sociales, parce que c'est le pays le plus généreux en matière de prestations sociales, c'est tout. Vous avez des taux de fraude naturelle, et donc quand vous avez une manne comme ça de 800, 900 milliards d'euros qui sont distribués généreusement, parce que c'est notre modèle social, parce que, historiquement, parce que, bah, évidemment, vous avez des gens qui se disent, il y a bon, on va en profiter, quoi. Mais en pourcentage, est-ce que dans d'autres pays où les prestations sont plus faibles, on retrouve quand même des pourcentages de fraude équivalents? Oui, vous avez des taux de fraude naturelle. Là où on a vraiment des comparaisons, c'est sur l'assurance maladie. Notamment, c'est les travaux de l'EHFCN, le European Healthcare Fraud and Corruption Network. Et donc, on a un peu des taux de fraude sur les systèmes de santé qui sont à peu près équivalents. Vous savez, les taux de fraude naturelle, en général, ils tournent autour de 6-7%. D'accord. Quel que soit les organisations, vous discutez avec les assureurs privés, ils vous disent qu'on est à 6-7% de taux de fraude. Vous regardez un peu les études qui avaient été faites en matière de fiscal, on est à peu près dans ces eaux-là. Cotisation sociale, on était à peu près dans ces eaux-là. Et donc il n'y a pas de raison qu'en matière de fraude aux prestations sociales, on ne soit pas dans les mêmes eaux. Vous voyez, bon, ou alors c'est qu'on a un système en France, non seulement on distribue le plus de prestations sociales, mais en plus on est les plus performants en matière de lutte contre la fraude. Je crois que ça ferait rire tout le monde si on osait dire qu'on est les cadors de la lutte contre la fraude aux prestations sociales. C'est pas vrai. Donc voilà, 6-7 points de taux de fraude, faites le calcul par rapport à la masse financière qui est distribuée. Je crains qu'à 50 milliards d'enjeux, je sois un petit peu en dessous de la vérité. Mais bon, de toute manière, on n'est même plus dans une question d'évaluer le montant de la fraude aux prestations sociales, parce qu'en réalité, tout ce débat, toute cette polémique sur combien n'a qu'un seul but. C'est que tant qu'on discute de combien, on n'agit pas. On est toujours à dire « Ah, combien ?»
il faut qu'on sache combien avant de bouger. Non, je sais pas, quand vous avez l'ennemi qui vous envahit, vous n'êtes pas en train de compter vos chars que vous allez lui opposer. Vous prenez ce que vous avez et vous lui opposez ce que vous avez. Et vous essayez de stopper les choses. Là, c'est pareil. À un moment donné, il faut arrêter. On s'engage et on voit. Vous voyez, Napoléon, c'était sa grande stratégie, hein, en réalité. Tout le monde est là, Napoléon, la stratégie de Napoléon. Mais en fait, le principe de Napoléon, le vrai principe de Napoléon sur le champ de bataille, c'était on s'engage et on voit. Voilà, on y va et puis on voit comment ça tourne. Voilà. On a préparé un peu les choses avant, mais on s'engage et on voit. À un moment donné, il faut y aller. Et là, je pense qu'il est temps d'y aller. Et ça va être intéressant parce qu'on est en débat présidentiel. Hein, et donc, il y a tout un débat politique qui va se tenir sur ces problèmes-là, notamment. Et je crois qu'il est vraiment temps d'y aller, de savoir d'ailleurs comment on y va, mais vraiment de vouloir y aller. Il y a des candidats qui ont envie d'y aller, hein, ça se sent, ça s'entend. Il y en a d'autres qui vont nous dire que il n'y a pas de problème, il n'y a pas de fraude, vous embêtez pas. Et qui est-ce qui va être la victime de tout ça? Les contribuables. Le portefeuille des contribuables. Avant de terminer cet entretien, dans le cartel des fraudes 2, vous parlez de la fraude aussi à la TVA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement le mécanisme? Et on nous a demandé, nos membres, pourquoi il n'y a pas de système, alors pas français, mais européen, pour arrêter cette fraude à la TVA? Ah mais bien sûr qu'il y en a un. Alors la fraude à la TVA, soit c'est du travail au noir en France, etc., soit vous avez le mécanisme qu'on appelle le carrousel de TVA. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail dans cette vidéo, je renvoie les gens au livre, j'explique un peu tout ça. Donc ce sont des fraudes intracommunautaires à la TVA, c'est la principale fraude fiscale. Ce qu'on appelle le tax gap TVA, donc le manque à gagner de TVA pour la France est évalué par l'Union européenne à 14 milliards d'euros. Cet argent-là, il s'en va, et donc il faut attraper les fraudeurs, ou empêcher les fraudes. Il y a des systèmes qui existent. Il y a notamment tout un volet douanier de la lutte contre la fraude à la TVA. J'ai découvert avec horreur il y a quelques semaines, il y a 2 mois, que le gouvernement d'Emmanuel Macron avait supprimé le service spécialisé des douanes en charge, en la pointe, contre ces fraudes-là et pour faire des flagrants délits sur ces fraudes-là, notamment ce qu'on appelle les fraudes au régime 42. Voilà. C'est-à-dire qu'on sait que la principale fraude fiscale, c'est la fraude à la TVA. Et qu'est-ce que fait le gouvernement d'Emmanuel Macron? Il supprime le service qui s'en occupe. Super, génial. Merci Macron. Voilà, c'est le bilan de la lutte contre la fraude fiscale d'Emmanuel Macron depuis 2017, c'est division par 2 de la performance. Alors voilà, c'est un type. Emmanuel Macron, c'est 75 millions d'assurés sociaux pour 67 millions d'habitants sur la fraude sociale, et c'est la division par 2 du résultat de la performance de la lutte contre la fraude fiscale. Mais revenons aux moutons de la TVA, est-ce qu'il existe un système européen pour lutter contre ça? Oui. C'est quelque chose que les Belges avaient mis en place il y a plusieurs années, que moi d'ailleurs j'avais découvert, que j'avais proposé à Bercy, que Bercy s'est refusé d'utiliser depuis une dizaine d'années, de manière totalement incompréhensible. Les Belges avaient éradiqué 90% des escroqueries à TVA avec ce système-là. C'est un système d'intelligence artificielle de détection précoce des transactions frauduleuses, et donc ça leur permet d'intervenir tout de suite et de couper les carousels de TVA, les réseaux d'escroquerie, avant qu'ils aient volé l'argent. La Commission européenne, dans le cadre d'Eurofisc, mécanisme de coopération entre les pays, les administrations fiscales des pays de l'Union européenne, a fini par imposer l'utilisation de ce logiciel, de ce système-là, qui s'appelle TNA maintenant, Transaction Network Analysis. Et ce système, je mets les documents dans mon livre, a permis d'économiser au niveau de l'Union européenne, l'année précédente, 15 milliards d'euros. 5 milliards d'euros de fraude détectée, 10 milliards d'euros de fraude évitée sur les pays qui l'utilisent. La France a commencé à l'utiliser l'année dernière, parce que mis sous pression par l'Union européenne, ils ont commencé à se dire on va quand même l'utiliser. Mais ça devient timide. Et donc là, combien de milliards aurait-on économisé si on avait utilisé ce logiciel depuis 2012, à l'époque où j'ai ramené son existence, et le fait qu'on pouvait l'utiliser à Bercy. C'était juste avant que je parte de Bercy, quand il y a eu le changement de majorité. Et à l'époque, les Belges, le patron d'Eurofisc me l'avait proposé. J'avais découvert ce logiciel lors du séminaire de lutte contre la fraude à la TVA qu'on faisait chaque année à Aix-en-Provence, à l'université où je donnais des cours. Et quand je suis revenu avec l'idée, on m'a dit non, on n'en veut pas. Et pendant des années, on a essayé de promouvoir les choses. Moi, avec les parlementaires avec qui je travaillais, ils ont insisté. On revenait à chaque fois. À chaque fois, Bercy n'en voulait pas. Et puis bon, là, quand la Commission européenne a mis le haut là en disant maintenant vous l'utilisez, là, elle commence à vouloir l'utiliser. Donc voilà, donc on a une vraie marge de manœuvre, une vraie marge de progrès
sur les résultats de la lutte contre la fraude à la TVA. Je rappelle que ce sont des organisations criminelles, hein, c'est pas le boucher du coin qui va faire du black. Hein. Là, on parle de réseaux frauduleux, mafieux, construits. Voilà, de gens qui piquent par millions, voire par milliards, l'argent des contribuables européens. Donc, à un moment donné, il faut se donner les moyens de stopper ces réseaux de criminalité financière internationale organisée. Et malheureusement, moi je constate que depuis 2012, on ne se les donne pas les moyens de les stopper, ces réseaux-là. Et ça fait partie des choses qu'il va falloir mettre en œuvre dès le 25 avril 2022, quand j'espère on aura changé de président de la République. Pour conclure cet entretien, comment peut agir le contribuable pour mettre fin à ces fraudes? Le contribuable, il peut agir de plusieurs manières. Le contribuable, il peut se mobiliser en tant que citoyen. On parlait de contribuables associés tout à l'heure, où j'avais été envoyé pour parler devant vous. L'action de contribuable associé, elle est très importante et elle est connue au ministère des Finances. C'est-à-dire que quand le contribuable associé s'exprime, amène des pétitions, demande des rendez-vous, etc., moi je vous parle de l'expérience vécue de l'intérieur, en tant que haut fonctionnaire à Bercy. Le cabinet du ministre, il écoute. Voilà. Il sait quoi. Ouais. Quand le contribuable associé cause, le cabinet ministre écoute. Donc ça, c'est intéressant. La capacité de mobilisation citoyenne d'une association de contribuables. Voilà. Et après, vous avez la mobilisation, sur les réseaux sociaux, la mobilisation des uns et des autres. Moi, à mon modeste niveau, bon, j'en ai fait 2 livres, puis j'essaie de m'exprimer quand même publiquement sur les sujets. Je m'engage un petit peu politiquement maintenant. Je crois que tout le monde sait où est-ce que je suis positionné, il n'y a pas besoin de le redire. Tout ça pour dire que les citoyens, ils peuvent aussi se mobiliser avec une chose, c'est leur bulletin de vote, le 10 avril et le 24 avril prochain. Parce que si on veut vraiment faire bouger les choses, il faut absolument battre Emmanuel Macron. Il faut sortir le sortant, parce que c'est quelque chose, c'est de sortir le sortant et battre Emmanuel Macron, c'est de salubrité publique pour le portefeuille de tous les contribuables français. Donc à la fois les 10 et 24 avril 2022, puis après les 12 et 19 juin 2022 aux élections législatives aussi derrière, pour pouvoir amener à l'Assemblée nationale une majorité qui sera dans cette optique de préserver l'argent public, donc de lutter contre la fraude, de faire ces économies-là et de rendre aux Français leur argent. Parce que vous savez, moi je terminerai là-dessus peut-être, mais c'est ce que je répète inlassablement depuis des années. Moi, tout le sens de mon travail, de mon engagement politique aussi, c'est de dire que je préfère qu'on aille prendre l'argent dans la poche des voleurs plutôt que dans celle des contribuables. Voilà. Charles Prats, merci beaucoup pour cet entretien et le temps passé sur cette chaîne de notre magazine Journal Tous Contribuables. J'en appelle à vous tous pour vous abonner sur la chaîne et découvrir nos prochaines vidéos. Encore merci. Merci.